J'ai pas pris le temps parce que voilà, c'était un peu court pour préparer tout ça, mais j'ai préféré travailler sur le contenu que sur la forme. Alors, d'abord, je voulais faire deux petites remarques préliminaires. Je viens d'un pays, donc je ne prétends pas parler au nom de l'Europe, parce que l'Europe est très diverse entre les Danois, les Italiens, les Espagnols et les Allemands, il y a beaucoup de différences. Donc je ne prétendrai pas expliquer ou vous donner le point de la situation en Europe, mais par contre, je crois un peu mieux connaître la Belgique. Alors, première remarque préliminaire, la Belgique a la chance d'avoir différentes communautés assez importantes, vous le savez sûrement, il y a des Flamands et des Wallons, ce qui nous a permis d'échapper un peu à la logique centralisée, héritée aussi de nos anciens occupants français, hein, parce qu'on a ici été occupés par la France, et on a donc pu s'affranchir un peu de cette centralisation. Mais au point que, et c'est ça que je voulais vous dire, qu'on pense aujourd'hui qu'on était un peu trop loin. Donc ça peut paraître bizarre ici de dire que la décentralisation en Belgique a peut-être été un peu trop loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à force de déléguer aux régions, voire aux communes, des pouvoirs et des compétences, on s'est rendu compte que certaines compétences n'arrivaient plus à être bien exercées. Je prends la mobilité. La mobilité dans le territoire de la Belgique, c'est pas grand-chose. Hein. La Belgique, entre Ostende et Argelon, il y a 350 km. Si vous avez sur cette distance 3 régions qui s'expriment, ben vous avez un bus qui va jusqu'à la frontière de Bruxelles, où il n'y a plus de bus après parce qu'il y a eu une décision qui ont le supprimé, et puis on retrouve des bus qui vont. Donc ça ne va pas. Donc voilà, ça c'est pour vous donner simplement un tout petit point sur les limites de la décentralisation. Il faut bien mesurer ce qui est un peu dans le principe de subsidiarité finalement. Qu'est-ce qui est mieux fait à un certain niveau qu'à d'autres? Je pense que ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et j'écoutais Madame Zarouk qui nous disait que dans sa jeunesse, on lui avait fait un peu comprendre quand même que le niveau local, c'est pas glorieux, il vaut mieux aller près du soleil, hein, c'est un peu ça. Quoi. Et c'est vrai dans la plupart des pays où on a pu penser que le central avait plus de pouvoir. Mais je tiens quand même, et c'est important de savoir qu'aujourd'hui, on constate la puissance du pouvoir local. Je prends 2 exemples. Dans un grand pays que je ne citerai pas, mais vous reconnaîtrez, il y a un président un peu particulier qui a décidé de sortir des accords sur le climat de Paris. Eh bien, toute une série de villes se sont insurgées en disant « nous, on ne suit pas ça ». Donc, pouvoir local qui dit « non, nous, on va respecter ça ». Je prends chez moi, en Belgique, vous savez sûrement, il y a une question sur l'immigration. Je ne vais pas vous faire l'injure et vous n'êtes pas au courant. Le pouvoir central prend certaines décisions, de type policier, de type sécuritaire. Il y a toute une série de villes et de communes qui se sont déclarées communes accueillantes. Parce qu'elles estiment que, sur le plan humain, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'elles ne sont donc pas d'accord avec le pouvoir central. C'est pour vous montrer que la capacité quand même de résistance et de s'affirmer comme un pouvoir local est bien plus importante qu'on le croit. Cela dit, quand même, je vais revenir un peu à l'objet de ma petite communication, c'est que quand vous m'avez proposé de parler de l'expérience de la Belgique, je me suis dit, est-ce qu'on peut dire c'est quand même très différent dans des réalités fort dissemblables, avec des états d'avancement peut-être très différents. Et puis en y réfléchissant, je me dis, c'est pas vrai. Il y a beaucoup plus de traits communs qu'il n'y apparaissait à première vue. D'abord, il faut distinguer ce qu'on peut faire pour les élus, les mandataires, et ceux que l'on considère alors comme les fonctionnaires, les administratifs. Je crois que si on doit s'intéresser à la formation, à l'accroissement des capacités,
pense qu'il faudra faire cette distinction assez importante. Les besoins ne sont pas les mêmes, les types de formation et les politiques à développer probablement ne sont pas tout à fait centrales. Mentalement, en tout cas, ou en tout cas, méthodologiquement, c'est important de bien distinguer les deux. Ensuite, quand je regarde ce que j'entends ou ce que je vois dans les administrations chez nous, le premier problème qui est soulevé, c'est le problème de la désaffection ou de la démotivation des fonctionnaires suite à un problème de statut. Ça vient tout de suite. On dit c'est le statut, c'est beaucoup trop rigide, il y a une série de contraintes, on ne peut pas être promu selon le mérite, mais plutôt par l'ancienneté, c'est encore très présent. Enfin, une série de contraintes qui font que les fonctionnaires vivent ça mal comme une espèce pas de mépris, mais de non-reconnaissance de la valeur de leur travail. Et du coup, il y a des difficultés à recruter des bons profils et surtout à les garder et à leur offrir des carrières. On voit aussi que dans pas mal de communes, alors que les statuts, même s'ils sont rigides, ne sont pas mauvais, ce n'est pas des gens à plaindre, mais pourtant, il y a pas mal d'absentéisme, il y a pas mal de personnes qui se portent malades, tort ou raison, ça je ne vais pas juger, je ne suis pas médecin, mais en tout cas le taux de morbidité, comme on dit, est étrangement important par rapport à d'autres secteurs de l'activité en Belgique. Donc, ça pose question. Et si on essaye de répondre à ça, je vois qu'il y a des entités, des communes ou des administrations locales qui ont vraiment essayé de corriger avec ce qu'ils avaient comme pouvoir, peut-être cette impression de rigidité, cette impression de paralysie de l'establishment. Et qu'est-ce qu'ils en a fait? Je vous dis à titre d'exemple, il y en a d'autres, mais dans une autre, ce qu'on appelle un organisme d'intérêt public bruxellois, j'ai vu que pour éviter qu'on ne doive promouvoir des fonctionnaires par simplement la ligne hiérarchique, ce qui quand même finit par à un moment donné un peu saturé, ils ont créé des lignes d'expertise. Ça veut dire qu'on peut faire une carrière sans être nécessairement chef de service, chef de département, chef de ceci. On peut être simplement expert de niveau A, B, C, et on peut avoir une carrière parallèle avec des statuts financiers qui sont équivalents. Donc ça dégage déjà, ça donne déjà un peu, je dirais, d'oxygène. Dans une autre administration, c'est au niveau des employés que l'on a créé des possibilités d'un peu de capillarité. Ça veut dire qu'on n'est pas employé au guichet, on n'est pas simplement employé de la fonction population, on peut être, et il y a 3 niveaux, généralement, on dit débutant, confirmé, expert. Et ça donne, même sans être promu, même sans avoir, même sans carrière, si je puis dire comme ça, on a dans la même fonction, simplement quand on fait preuve de compétences, et qui sont validées d'ailleurs par des petits examens et accompagnés de formation, on peut connaître une certaine progression. C'est une manière d'un peu soulager, si je puis dire, la rigidité des statuts. Je vous cite d'autres. Dans une autre administration, on a créé la fonction de responsable qualité. Voilà. Pas une fonction habituelle, qui n'est pas une fonction hiérarchique, mais qui devient une reconnaissance pour certains employés de leur valeur et de l'expérience acquise. Donc, responsable qualité, ça devient une référence, il devient un conseiller de ses collègues. Toujours à titre d'exemple, je crois que c'est un peu, on peut être concret, je crois, ce sera peut-être pour après dans les discussions. Dans une organisation, on a formé des groupes de parole, des groupes cercles de qualité, vous savez, le vieux cercle de qualité issu de Kaizen japonais. Là. Les cercles de qualité sont des cercles de parole où les employés sont autorisés, sont invités à se réunir, à s'exprimer sur les choses de leur métier, de leur commune, de ce qu'ils observent, de ce qu'ils conseillent.
Et on est très surpris de voir la qualité des suggestions qui sortent de ce genre de choses. Et donc forcément, les gens se sentent valorisés quand on tient compte de ce que lui dit. Bon, je ne parle pas des avantages non financiers que des communes ont développés, les subsides aux enfants pour les vacances, enfin, des trucs comme ça, on ne va pas trop s'amuser, il y en a tout le temps qu'on veut. Hein. Par contre, ce que je voudrais, parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler, c'est une mesure que j'ai vu faite dans certaines administrations, c'est d'intéresser les employés, le personnel, aux résultats de l'administration. C'est-à-dire, régulièrement, soit sur écran, soit sur tableau, sont publiées des petites statistiques, le taux d'erreur, l'évolution mensuelle, le nombre de plaintes, les temps d'attente du citoyen, comment est-ce qu'il évolue, ce qu'il se réduit, etc. Et les gens sont très intéressés à ça. Ça les booste de dire, tiens, on a fait mieux que le mois passé, ou on est en train de progresser, ceci s'améliore. Donc, une série d'indicateurs qu'il suffit de décider ensemble, et qui sont parfois issus des groupes de parole dont je vous ai parlé, et qui sont mis en place et entretenus. Donc, tout ça, c'est possible. Mais on s'est rendu compte aussi que ça ne suffisait pas, et qu'il y avait des choses plus fondamentalement à mettre en œuvre si on veut s'attaquer aux racines même de la motivation. Parce que, on ne peut pas faire le malin au sein de l'académie, mais on se rappelle la bonne vieille pyramide de Maslow, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être. Hein, il y a eu une critique qui a été faite, et effectivement, on se rend compte que le salaire, la rémunération en tant que telle, n'est pas un facteur de motivation. Il est un facteur de satisfaction. Oui, on est content d'avoir des sous, mais ce n'est pas ça qui vous motive. Il y a des gens très bien payés qui font des burn-out parce qu'ils découvrent. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a tout l'autre aspect qui sont le sentiment d'appartenance, le sentiment de reconnaissance, le sentiment de bien-être. Ça, c'est les vrais facteurs de motivation qui alors vont devoir être travaillés. Et si je prends le premier, l'appartenance, ben, si les gens ne sont pas fiers d'être fonctionnaires, ça paraît bizarre de dire ça parce que déjà rien que le mot fait déjà un peu péjoratif. Et pourtant, être fonctionnaire, c'est fonctionner au service du citoyen. Si on ne rend pas cette fierté-là, si ces gens ne se sentent pas appartenir à un corps, je dirais presque d'élite, sans rigoler, je le dis, parce que c'est un service, et c'est pas facile ce service, bien forcément déjà, il y a une partie de leur motivation à se lever le matin, à aller au boulot, qui est déjà sacrément atténuée. Donc, ce sentiment d'appartenance, comment le développer? Par une communication, par le fait que l'on rappelle les fonctions. Pourquoi on est là? Quelle est la réalité du citoyen par rapport à nous? Comment peut-on mieux le servir? Comment peut-on être plus accessible? Toute une série de questions qui doivent être animées et diffusées. Ce sentiment d'appartenance est la première condition de notre vie. C'est la fierté de faire un métier dont on a le sens. Le sens. Beaucoup de fonctionnaires l'ont perdu. Et se demandent, dans le fond, oh, qu'est-ce que je fous là? Si je ne suis pas là, ça revient au même. Et donc, le font passer dans leur manière d'être, dans leur façon d'être. Une fois qu'on a ça, si on a travaillé là-dessus, mais ce n'est jamais fini, hein, c'est un travail ongoing process, il y a la partie alors dite de reconnaissance. La reconnaissance, c'est tout ce qui tourne autour de, d'abord simplement que les cadres, que les responsables puissent simplement remercier leur personnel parce qu'ils ont bien bossé. Ça a l'air bizarre ou un peu idiot, mais c'est des choses qu'on oublie. Remercier pour le travail accompli. Mais ça va au-delà, ça concerne aussi les systèmes d'évaluation. L'évaluation, c'est quand même le retour que l'on fait quand elle est formative. C'est le retour que l'on fait auprès des employés sur la qualité de leur travail, la façon dont ils l'ont exercé. Et donc, je fais simplement cette référence à une petite théorie qui dit que d'un côté, vous avez une sphère qu'on appellerait la partie de la reconnaissance, et de l'autre, la partie qu'on appelle la clarté de la mission, qui elle fait référence aux définitions, aux organigrammes. Plus ces choses-là sont claires, les deux sphères se rassemblent et on a les conditions de la motivation. Plus elles s'écartent, autrement dit, moins ma mission est claire, moins elle est reconnue,
que la motivation est faible et diminue. Donc, ce n'est pas par hasard que je cite ça, c'est parce que ce sont les conditions, ce sont les bases, les assises de la motivation. Et c'est bien pour ça que quand je terminais par là, que dans pas mal d'administrations chez nous, on s'est dit la motivation doit donc être une préoccupation beaucoup plus globale, beaucoup plus systémique. Elle n'est pas que travailler sur un élément, le salaire, ou un élément, l'évaluation, ou les promotions. Tout ça fait partie d'un ensemble et qui est lié par la qualité de la gestion. Et c'est pour ça que dans pas mal d'administrations, on a adopté un système de gestion qu'on appelle la qualité totale, issu de l'EFQM, peu importe, qui est lui plus pour le privé, mais qui s'appelle le CAF, C-A-F, qui est une façon d'encadrer la gestion avec des différents paramètres et d'aider en permanence les responsables et les employés à auto-évaluer leur état d'avancement. Donc, le système, alors, est pris dans son ensemble et on travaille sur les différents paramètres. J'ai laissé, je ne sais pas si vous aurez, je ne sais pas, Ismaël, si le texte, puisque je n'ai pas de slides, le texte sera donné, mais j'ai repris deux, trois choses. Un organigramme type d'une commune qui peut justement servir alors pour les plus grosses ou les moins à le documenter ou à l'étoffer ou à le réduire. Ben, la chose, c'est qu'un organigramme, c'est un squelette avec ce qu'il faut assurer, hein, comme on disait hier, c'est un squelette. Tout le monde a un squelette, il est parfois plus grand ou parfois plus petit, voilà, et il est habillé différemment selon les circonstances. Blanc, noir, jaune, femme, homme, tout ça va faire des différences, bien entendu, qu'il va falloir intégrer. Mais on en a besoin. Mais le squelette, c'est donc une définition des fonctions. Mon os ici n'a pas la même fonction que mon tibia, etc. C'est important, il faut le décrire. Il faut voir quelles sont les qualités liées à ça, et on arrive au profil. Et ça permet de faire des recrutements, etc. etc. Mais, et je termine, un squelette même étoffé ne fonctionne pas s'il n'y a pas de circulation des fluides. Hein, la physiologie vient s'ajouter. Pourquoi? Parce qu'il faut du sang, il faut de l'air, il faut, etc., qui circulent et qui font que tout ça peut fonctionner, peut marcher, et parvient à aller vers là où il veut aller. C'est ça le but. Voilà, j'en reste là parce que moi je suis un pénitent bavard et si on ne m'arrête pas, je continue. Donc j'ai regardé ma montre, je crois. C'est bon, c'est dans les délais? Madame gauche-droite, c'est bon? Ok, fine. Allez. Le papier. Le squelette. Je vais vous le donner. Merci. Alors, dernier intervenant, et pas des moindres, parce qu'il nous a beaucoup appuyé, parce que j'avais l'honneur de servir au ministère de l'Intérieur, c'est Mohamed Tazi, qui est un consultant reconnu en matière de gestion des ressources humaines et qui vient du cabinet LMS RH, ressources humaines. Vous avez la parole, il va nous dire quelles sont les meilleures pratiques lorsqu'on parle d'une RH moderne et qui cadre avec tout ce dont on a parlé ce matin. Merci beaucoup. Merci, Madame Zarok. Merci de votre attention. Alors, présenter les meilleures pratiques en RH, c'est beaucoup. Je vais plutôt partager des expériences. Alors, LMS, on est un cabinet de conseil en recrutement, formation et coaching. On existe depuis 35 ans et on a eu le plaisir, le privilège d'accompagner plusieurs ministères, dont le ministère de l'Intérieur, du point de vue conseil organisationnel et RH, mais également formation et coaching. Donc aujourd'hui, permettez-moi de partager avec vous un certain nombre d'idées qui peuvent servir de près ou de loin à développer cette motivation au sein des collectivités locales, là où il y a un homme ou une femme qui essaie de créer de la valeur.
Alors aujourd'hui, j'ai compris qu'on va parler des statuts, on va parler des mécanismes de motivation. Les motivations des ressources humaines, aujourd'hui, n'est plus un moyen. Il faut en être sûr, c'est plus un moyen pour réaliser, pour créer de la valeur et pour transformer l'objectif en résultat. C'est une façon de faire, c'est un mindset. C'est une façon de faire. Il faut l'avoir dans la tête. La tête de celui qui va motiver, mais également celui qui est prédisposé à recevoir de la motivation. Si nous fermons la boutique à la motivation, et comme a dit le professeur tout à l'heure, remercier quelqu'un, il faut que ce quelqu'un qui va être remercié soit prédisposé à recevoir ce remerciement. Sinon, il va vous dire, comme on le dit communément, la belle peinture, le bon marketing, ça ne marche pas avec moi. Allez chercher ailleurs. Ça ne sert à rien de me dire merci, de me taper sur les épaules. Non, donnez-moi des choses concrètes. Oui, on comprend, des choses factuelles. Mais ces choses factuelles, d'où la nécessité d'opérer un certain nombre de changements aujourd'hui. Alors il faut reconnaître que les mécanismes de motivation classiques sont là. Le salaire, c'est un mécanisme classique de motivation. Les conditions de travail, quand vous voulez recruter quelqu'un, vous lui dites, vous avez tant de salaire, vous avez des conditions de travail X, Y, Z, etc. Sans oublier, aujourd'hui, la petite entrée en service qui est le développement humain. On essaie de développer les ressources humaines. Mais de quelle manière? Comment on développe ces ressources humaines au sein d'une organisation? Ça ne sert à rien de vous parler de l'entreprise ou du secteur public ou de la collectivité locale. Là où il y a des hommes et des femmes qui créent de la valeur, on parle de l'organisation. Et on peut même se permettre de dire, c'est une entreprise. Ok? Alors, aujourd'hui, on peut parler, s'il vous plaît, d'un changement de paradigme. La situation actuelle, l'argent sert pour vivre. Le deuxième niveau, l'argent n'est plus une nécessité. Et le troisième, c'est le développement humain qui prend le plus de place sur tous les autres éléments qui permettent à la personne de vivre de manière adéquate par rapport à ses pensées, à ses vouloirs, à sa manière de voir les choses, à la façon avec laquelle il va tracer sa carrière. Et la gestion de carrière, notre ami algérien nous l'a bien présenté tout à l'heure, nous a dit qu'en Algérie, on veut tout formaliser. On veut tout formaliser. Gestion de carrière est formalisée. Tu rentres à l'âge de 23 ans, tu sors à 60 ans, voilà comment tu vas vivre dans l'entreprise ou dans l'administration publique ou comment ton poste va-t-il se développer. Aujourd'hui, il y a également la place à l'autogestion de carrière. C'est moi qui gère ma carrière. Et on parle d'une nouvelle notion qui s'appelle le personal branding. Je suis une marque. Que je travaille dans le secteur public, dans le privé, dans l'associatif, que je fasse une carrière sportive, je suis une marque. Alors cette marque-là, qu'est-ce que je voudrais en faire? C'est comme si nous sommes dans un marché et on veut choisir un produit. La marque va influencer positivement ou négativement notre comportement d'achat. Donc la marque qui existe en nous, c'est nous qui la gérons. Et c'est moi, personnel dans une organisation quelconque, qui définit le reste de ma carrière. Et l'intelligence veut qu'on croise les carrières. On croise la carrière associative avec la carrière professionnelle, familiale, sportive, artistique. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut aller vers l'épanouissement personnel. S'épanouir. On va voir tout de suite un type de motivation où lorsqu'on est épanoui, on va fermer les yeux sur tout ce qui est matériel, par la force des choses cette fois-ci. Alors quel changement nécessaire à envisager? Le principal, investir dans les RH. Il n'y a pas une autre idée qui peut nous dire le contraire. Investir sur les murs, c'est intéressant. Investir dans le matériel, c'est également intéressant, mais très insuffisant si on ne touche pas les RH. Le nerf de la guerre, c'est les RH. C'est le capital immatériel. Et c'est là où ça se passe. Quel que soit le secteur d'activité. Dans les banques, tous les services sont les mêmes, tous les produits sont les mêmes. Dans l'immobilier, tous les produits sont les mêmes. Les voitures, tous les produits sont les mêmes en fonction des gammes. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, je vais ouvrir mon compte dans telle banque ou telle autre, parce qu'il y a
un monsieur ou une dame qui va me servir autrement. Je vais aller légaliser un document, une commune, et pas dans une autre, parce qu'il y a un monsieur ou une dame qui va bien me recevoir. Et aujourd'hui, on peut parler d'une commune attractive. Et qui dit attractive, il y a de l'attractivité et pour le personnel, mais également pour les clients. Et les clients de la commune, c'est le citoyen. Et ce citoyen qui va être client d'une commune, dans un avenir très proche, je vais choisir mon lieu de résidence en fonction de la commune. Et la commune aura un poids. C'est une question de bourse. Donc on aura une bourse des communes. Nous sommes 1600 communes et quelques au Maroc. Alors sur les 1600, je vais choisir où passer mes vacances, où travailler, où m'installer, où inscrire mes enfants à l'école, parce qu'il y a une commune, il y a des hommes et des femmes qui savent transformer l'objectif en résultat dans cette commune et pas dans cette autre. D'où la synergie. Ça nous intéresse que les 1600 soient attractifs. Il y a des degrés différents. Il faut étudier l'attractivité. La commune rurale, la commune urbaine, la commune, une région montagneuse, etc., etc. Chacune doit retrouver, et je reprends les idées de nos collègues qui ont fait la présentation tout à l'heure, le SWOT est devenu une obligation aujourd'hui. Le SWOT, c'est l'IRM de l'organisation. Il faut faire son SWOT, et personnel et organisationnel. Et ce SWOT va me permettre d'attirer ceux que je voudrais attirer vers moi. D'où la notion de la loi d'attraction dans les neurosciences. La loi d'attraction, j'attire ce que je veux. Je vis dans un environnement. Et par cette loi d'attraction, j'attire tout ce que je veux vers moi. Alors, on avance et j'essaie de trouver le lien entre les statuts du personnel, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, et la motivation. On ne peut pas dire autrement que le statut du personnel, c'est un levier psychologique de motivation très important. On ne peut pas le nier. On ne peut pas dire on laisse le statut de côté et on réfléchit à la motivation autrement. Le statut est un outil primordial. Ça me permet d'avoir un poids, une position, de développer la marque dont on a parlé à l'instant même. C'est un sentiment de responsabilité, d'implication, d'engagement par rapport à ce que je fais. C'est un sentiment d'appartenance très très fort. Et quand j'appartiens à une communauté, un corps social de ceux qui travaillent dans les collectivités locales, c'est parce que j'ai un statut du fonctionnaire de la collectivité locale et j'en suis fier. Et cette fierté aujourd'hui, excusez le terme, elle est mise entre guillemets. Il y a quelques années, cette fierté était peut-être plus intéressante qu'aujourd'hui. Pourquoi? C'est la grande question à laquelle nous devons répondre chacun de son côté. Et ce sont les opérationnels qui vont nous permettre de mieux répondre à cette question, cette problématique, si vous permettez le terme également. Alors, cette fierté d'appartenance doit développer de manière automatique dans la collectivité locale, la marque employeur. Et là, ce sont des notions empruntées du secteur privé et qui marchent super bien dans le secteur public ou dans la collectivité locale. La marque employeur, est-ce que la collectivité locale aujourd'hui attrayante ou pas? Est-ce qu'elle arrive à attirer les meilleures compétences ou non? Est-ce qu'on est fier de travailler dans une collectivité locale ou pas? Il y a quelques années, dans le cabinet où je travaille aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on avait travaillé sur un grand événement, manager public, manager privé. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, parce qu'il n'y a pas un manager public et un manager privé, il y a un manager. Il y a des gens qui ont fait une carrière exemplaire, exceptionnelle dans le privé, ils sont en train de passer au public et reproduire la même carrière. Ou là, le contraire, des gens qui étaient dans le secteur public, qui sont passés dans le secteur privé, il y a un management, il y a une façon de faire, il y a un chef d'orchestre. Et c'est de la même manière qu'on peut motiver des hommes et des femmes. La notion de bras cassés inexistante. La notion de démotivation doit en principe être inexistante. La RH est basée sur l'adéquation post-profil. On va élaborer un organigramme avant de voir les compétences dont nous disposons. Pas en fonction des compétences, je lance l'organigramme. Ce n'est pas parce que j'ai monsieur X ou Y, j'ai des connaissances à droite et à gauche que je crée un poste, que je crée une division pour lui augmenter un peu le salaire. C'est inimaginable de trouver une division où il y a une seule personne, une division isolée, avec une appellation isolée, mais parce que j'avais une compétence X ou Y qui doit absolument changer
de salaire que je lui crée une division. C'est aberrant. Je plante mon organigramme. D'ailleurs, on a la chance d'avoir un modèle belge. On va voir qu'est-ce qu'on va en faire. Je lance mon organigramme et en fonction des besoins de l'organisation que je cherche les compétences adéquates. Donc, poste-profil. Et la marque employeur, c'est la responsabilité de tous. C'est le ministère, c'est la collectivité, c'est la nation, c'est les citoyens. Nous sommes tous responsables du développement de cette marque employeur. Et parfois, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le salaire qui va m'attirer vers une fonction donnée. C'est ce que je vais faire. Vous avez entendu parler de sens. Donner du sens à ce que nous faisons. La fierté d'appartenance. La fierté de dire « je suis fonctionnaire de la collectivité locale et j'en suis fier ». Pas pour faire l'abus de pouvoir ni de confiance, pas pour circuler dans les rues, dire « je suis le fonctionnaire » pour faire des petites choses inattendues et non souhaitées, mais pour dire avec moi-même « je suis fier de servir ce citoyen qui est mon client ». Et c'est avec lui que je vis, et c'est par lui que je respire. C'est lorsque ce citoyen est content, lorsqu'il est satisfait, lorsqu'il s'épanouit, moi je m'épanouis. Et c'est la relation de transition qui peut vérifier l'équivalence entre le fonctionnaire et le citoyen qu'il est en train de servir. Alors cette marque employeur, qu'est-ce qu'elle inclut? L'engagement et l'implication des collaborateurs. C'est qui fait la marque employeur et qui permet d'attirer des gens. Une multinationale qui attire des salariés qui sortent de l'école ou qui ont de l'expérience, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont pu s'épanouir dans cette organisation. Une école qui va attirer les meilleurs parce qu'elle a pu sortir des lauréats qui ont trouvé du travail rapidement et qui sont en train de réaliser des choses magnifiques et extraordinaires. Esprit de fierté d'un, et puis la culture interne, ou ce qu'on appelle communément dans le secteur privé généralement, la culture d'entreprise. L'entreprise doit avoir une culture. La collectivité locale doit avoir une culture de la collectivité locale. Et faire des collaborateurs, des ambassadeurs naturels. Naturellement, il est fier de parler de lui et ne pas dire « je travaille uniquement à la commune », juste à la commune. Je suis fonctionnaire dans la commune. C'est qu'il n'est pas fier, ça ne lui fait pas plaisir de le dire. Okay? Alors c'est sur ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le fonctionnaire aujourd'hui dans la commune peut avoir deux mindsets différents. Il peut ressembler au premier arbre ou au deuxième, mais qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour passer de l'étape 1 à l'étape 2? L'étape 1 est dans l'automne, et l'autre on est dans le printemps. Comment créer le printemps dans les têtes des fonctionnaires de la collectivité locale? Comment on peut aller vers ce printemps, vers ce bonheur, vers cet épanouissement? Ce n'est pas très compliqué ça. Allez, on va mettre une petite plante un jour qui s'appelle la compétence à développer. Il faut l'arroser. Mais l'arroser par quoi? Si l'eau avec laquelle on va arroser cet arbre nous vient de telle ou telle source, est-ce que l'arbre peut avancer? Non. Dans vos jardins, si vous arrosez avec l'eau de la vaisselle, n'attendez pas du bon gazon, n'attendez pas un bel arbre, n'attendez pas des fleurs et des fruits, c'est pas possible. Il faut bien choisir l'eau. Et l'eau avec laquelle on va arroser cette compétence doit intégrer de l'implication, doit intégrer de l'intérêt au travail qui est confié, donner du sens. Évolution de carrière, je dois voir ma carrière évoluer au sein de la commune. Soit un changement hiérarchique, fonctionnel, je change de métier, je change de façon de faire, je change de projet, je change d'interlocuteur. Et là, on ne parle plus de la polyvalence, elle est dépassée la polyvalence. On est sur un autre chapitre qui s'appelle la multivalence. Multi, c'est beaucoup plus grand que polyvalence. Polyvalence, c'est je suis financier, je maîtrise la comptabilité, la finance, un peu de contrôle de gestion. Lorsque je suis multivalent, je peux parler du marketing, de la RH, de l'innovation, de la créativité, de la plomberie, pourquoi pas. C'est ça la multivalence. Alors, comment être multivalent au sein d'une commune, au sein de la collectivité locale? C'est par le partage, par la formation action, par la collaboration, par la synergie. Et pas lorsqu'on me demande de faire un travail supplémentaire, je réponds, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de l'autre. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'il exige ces collaborateurs pour ne pas dire un jour, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de l'autre. On continue sur l'estime de soi. Et l'estime de soi,
dans ce mot composé, vous avez soi. Moi d'abord, je m'estime. Et lorsque je m'estime convenablement, je pousse l'autre à me donner de la bonne estime. Et qu'est-ce qui fait renforcer cette estime en moi? C'est d'abord ma façon de penser, ma manière de penser. Ce qu'on appelle communément, il faut positiver. Il faut voir les choses de manière positive. Certains collègues vont nous dire, mais il n'y a rien à voir. Toi, tu veux voir du positif, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux voir? Dans ce rien, il y a une petite graine quelque part qui peut grandir et qui peut nous créer de l'espoir. Et à travers cet espoir, on peut faire des choses. Il y a quelques années, l'alga était un logo. Aujourd'hui, c'est plein de réalisations. Pas dans un seul continent, mais il a touché d'autres continents. C'est une fierté, s'il vous plaît. Il faut avoir juste l'idée et pouvoir le développer. Tout le reste viendra. Aujourd'hui, on participe en tant que cabinet. Et vous connaissez le secteur privé, il ne bouge qu'avec des sous. On participe parce qu'on est dans la motivation obsessionnelle. On suit une façon de faire. Une dame qui est en train de réaliser des choses. Et on la suit là où il est. Demain, Madame Zalor ouvre une multinationale qui vend du chocolat. Il nous appelle, on débarque. Aucun problème. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est du leadership. On va le voir. C'est du leadership obsessionnel. Tu deviens obsédé comme un fou. Tu travailles comme un fou. Eh bien, comment pousser les fonctionnaires de la collectivité locale à faire ce travail, à être dans ce mindset? À devenir des fous. Oui, il faut du travail. Oui, oui, le fou. C'est très agréable. Des folies. L'éthique est importante. On nous a parlé de non-éthique au début des exposés. L'éthique est importante. Vous ne pouvez pas travailler, collaborer, développer une carrière de quelqu'un qui sait tout, sauf l'éthique. C'est difficile, on ne va pas lui faire confiance. Le respect a son importance. La responsabilité liée au travail réalisé. On est responsable de ce qu'on réalise. On ne réalise pas les choses par obligation. On n'est pas là aujourd'hui réunis par obligation, par plaisir. Et cette notion de plaisir va dépasser les moyens matériels. La notion de plaisir dans ce que nous réalisons va dépasser le côté matériel et le dépasser vraiment de loin. Les valeurs vont s'adjoindre à ce que nous sommes en train de présenter, et puis la reconnaissance des supérieurs hiérarchiques. La reconnaissance est importante. Taper sur les épaules de quelqu'un est important. Reconnaître le travail de quelqu'un. Reconnaître le travail, l'implication d'une personne. Reconnaître la petite pierre qui est venue former tout l'édifice. Il faut le reconnaître. Nous sommes dans l'obligation de le faire. Et d'où la théorie de la motivation, bâton et carotte. La reconnaissance peut être positive ou négative. Quelqu'un qui a fait un mauvais travail, il faut le lui dire, pour le pousser à l'améliorer. Il faut donner peut-être des points. Le système d'éducation, j'ai eu le plaisir de rencontrer un participant du ministère de l'Éducation nationale tout à l'heure. Le système d'éducation des pays très développés ne sont pas dans l'évaluation sommative. On n'est pas dans 18 sur 20, 17 sur 20, 3 sur 20. Non, non. On est dans des appréciations. A, B, C, D, c'est très suffisant. Ou des couleurs. Vous êtes vert, vous êtes rouge, vous êtes orange, vous êtes marron, etc. On est dans des couleurs. Et on cherche, il y a une compétition qui s'installe. Il y a une combativité qui s'installe au sein du système de la même manière, dans une collectivité locale. Ça se passe de la même manière. Et notre ami le statut revient. Il est important à ne pas oublier. Alors on fait un peu de théorie, c'est pas très méchant. Les différents types de motivation du personnel. C'est quoi ces différents types de motivation? On peut parler d'un premier genre que je viens de présenter, la motivation obsessionnelle. La motivation obsessionnelle, c'est la motivation finale endogène et radicale. Le but est l'essentiel. Je suis obsédé par ce que je suis en train de faire. Si on arrive à ce degré, on a tout gagné. Mais comment pousser le collaborateur à intégrer ou être dans la motivation obsessionnelle? On a la motivation instrumentale. C'est l'art et la manière qui comptent. La manière de faire les choses. C'est une compétence chez les managers, le faire. On paie un manager, pas pour réaliser le travail lui-même, mais pour faire le travail par quelqu'un d'autre. Mais pour que ce quelqu'un d'autre puisse le faire, il faut le former, s'il vous plaît. Il faut l'accompagner. Il faut lui déléguer des tâches, pas des responsabilités. Il faut lui permettre l'erreur. L'erreur doit être permise. Il faut qu'il puisse s'épanouir et réaliser des choses. Si vous lui dites, à la moindre petite erreur, je te coupe les doigts, la réponse est simple, je ne fais rien. Et celui qui ne commet pas l'erreur, c'est celui qui ne fait rien. Je ne fais rien, j'ai pas de risque, je ne fais rien.
Mais dès que je fais des choses, acte, l'erreur est possible. L'erreur doit être permise. Et si je permets l'erreur, je peux espérer avoir de la motivation instrumentale. Et puis la motivation finale, s'il vous plaît, c'est l'objectif même qui va intéresser l'individu. En fin de compte, vous avez réalisé un certain nombre de choses. À la fin, vous aurez ça. De ça, peut-être une reconnaissance. Un cadre qui a fait une présentation, vous le dites en plénière. Vous dites merci à celui qui a fait cette présentation. Et lui, il va être tout fier. Tout fier. Permettez-moi l'exemple. J'ai assisté à une soirée fin d'année. Des petits enfants. Et un enfant de 7 ans habitait à côté d'une star qui chantait, une chanteuse. Il a proposé à son professeur d'inviter la star pour chanter au moment de cette fête fin d'année. Le jour de l'événement, lui, il était tout fier, mais personne ne savait que c'est lui qui a invité la star. Mais tout seul, il était fier, en train de tourner et dire « c'est grâce à moi qu'elle est là ». Vous savez la dame ce qu'elle a fait? Elle a fait son show, elle a fait sa présentation, elle a chanté, elle a fait de belles choses, tout le monde applaudissait. Quand elle a terminé, elle a remercié l'école, elle a remercié le prof, elle a remercié tout le monde et dit un grand merci à un grand monsieur qui s'appelle X, et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Il s'appelle Intel, et il est mon voisin. C'est intéressant ou pas? Comment va évoluer ce petit? Il ne va jamais l'oublier de sa vie. Il ne va jamais oublier ces quelques secondes de toute sa vie. Et il sait que si on fait des choses, on a une récompense derrière. C'est de la même manière au sein d'une collectivité locale. Ne le payez même pas, mais donnez-lui de la reconnaissance. C'est important. La reconnaissance est très importante. Mais le laisser travailler jusqu'à 4 h du matin et piquer sa présentation, la présenter devant tout le monde et dire je vous en prie, j'ai passé une nuit blanche, ce n'est pas ça. Vous pouvez le faire 1, 2, 3 fois, mais par la suite, non, vous n'avancerez pas. Et c'est la différence aujourd'hui. Dans une multinationale, on va appeler le petit cadre qui vient d'être recruté il y a 6 mois et lui demander de présenter sa partie, parce que c'est lui qui l'a fait. À l'université, j'ai assisté dans des universités, on appelle des élèves de 2e année. On leur dit présentez la partie terrain parce que vous l'avez fait. Le professeur l'a dit tout à l'heure. J'ai fait l'étude avec mes élèves. Des élèves qu'on ne connaît même pas. On ne les connaît pas. On n'a pas de chance de les rencontrer. Mais on sait qu'il faut rendre à César ce qui est à César. De la même manière au sein d'une collectivité locale. Bien, l'obsessionnel, c'est le work. Il devient fou du work, du travail. Pour arriver à cela, il y a tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Les pratiques managériales pour stimuler la motivation. Vous allez vous poser des questions, mais comment stimuler cette motivation? Comment on va faire? Mode opératoire, sur le terrain, c'est bien dit, c'est des beaux slides, c'est de belles couleurs. Oui, mais comment passer au terrain et comment stimuler la motivation? 1, la communication. Il n'y a pas 2 chemins, il y a un seul chemin qui s'appelle la communication. Dire aux collaborateurs pourquoi ils sont là et ce qu'on attend d'eux très précisément. Donner du sens à ce que font les gens. Pourquoi on vous a recruté? Pourquoi on vous a choisi plutôt que d'autres? Pourquoi on vous a confié ce projet? Parce que vous avez telle compétence et on vous attend sur telle intervention. Et je serai fier si vous me faites X, Y et Z. Appelez-le le lendemain matin pour lui dire merci, ça a servi à quelque chose. 2, fixer un cadre de travail précis. Qu'est-ce qu'on attend de la personne? Et lui dire, allez-y, avance, je te fais confiance, allez, fais ce qu'il doit être fait. Et lorsqu'il le fait, tu viens lui couper les doigts, je suis désolé. Une bonne réponse, c'est d'abord une bonne question. Hein? La formation peut être la réponse à une demande, mais il faut fixer la demande. Madame Olbia du ministère des Finances, elle est avec nous, on assistait à plein de réunions où il met les mains et les pieds à faire des réunions de cadrage. Mais pourquoi les réunions de cadrage? Pour se mettre d'accord sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on attend d'une formation? Qu'est-ce qu'on attend d'un collaborateur? Qu'est-ce qu'on attend d'un projet? Okay? Et une fois on fixe ce qui est attendu, on fixe le cahier de charge, tout le reste deviendra facile. D'accord? Alors écoutez, l'écoute. Si on doit dessiner un manager, il doit avoir de gros oreilles. Petite bouche. Dieu nous a créés avec 2 oreilles pour écouter doublement ce qu'on produit. Mais si vous n'écoutez que pour reproduire des choses, vous vous plantez complètement. Le manager n'est pas plus intelligent que ses équipes. Et lorsqu'il commence à croire
que le manager est plus intelligent que ses équipes, il se plante. Pourquoi? Parce que ses équipes sont spécialisées, chacun dans ce qu'il fait. Moi, je ne conduis pas mieux que mon chauffeur. Non, il conduit mieux que moi. Parce que son métier, c'est conduire. C'est la conduite, c'est ce qu'il fait tous les jours. Eh bien, mes collaborateurs peuvent être mieux que moi. Il faut que je le reconnaisse. Je peux avoir un peu plus d'expérience, donner des orientations stratégiques, parler de mes expériences avec les gens, etc. Mais je les pousse à apprendre, à évoluer, à m'accompagner dans ce que je réalise. Et être indispensable est une aberration. Parce que si vous êtes indispensable dans un poste, vous allez rester dans votre poste. Et tous les autres avanceront. Mais si vous vous dites, je ne suis pas indispensable, je délègue, je forme mes collaborateurs, je leur permets d'occuper ma position aujourd'hui parce que moi j'ai envie d'avancer et occuper une position plus intéressante. Au cabinet LMS, on a un département recrutement et quand on reçoit un candidat pour un recrutement donné, et le candidat, on lui dit, dans 5 ans, comment vous voyez monsieur? Il me dit, j'ai envie d'occuper votre poste. C'est celui-là que je veux. Parce qu'il a un savoir qui dépasse le savoir-être et savoir-faire. Hein, la bonne théorie est là. Il a le savoir devenir, c'est le potentiel. Il a une capacité à évoluer, il a une prédisposition mentale à aller vers l'avant. Celui qui te dit, j'ai envie de garder mon poste pour les 30 prochaines années, vaut mieux le remercier. Et ce n'est pas la peine d'occuper ce poste le premier jour, la première année. Ok? Alors, et on a créé une identité, une culture commune. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Avec l'emblème, il est important. Le logo, Madame Zarok nous a présenté l'ALGA, il a commencé par un logo. Il nous faut un logo. La commune doit avoir un logo. Et ce logo doit être notre fierté. Si on produit des lapins dans cette région, mettez le lapin sur le logo. Si on produit des, je ne sais pas quoi, mettez-le sur le logo. C'est la fierté des gens. Les gens produisent l'huile d'argan, mettez l'huile d'argan sur le logo. Et vous allez voir la grande fierté qu'ils vont avoir par la suite. De mettre ce logo, ils vont le mettre en pins, ils vont le mettre sur les badges, ils vont le mettre sur une carte. Ils vont le mettre sur les toits, etc. etc. L'identité physique est importante à côté des autres types d'identité. Alors les outils de la motivation du personnel, c'est des choses qu'on va arriver très rapidement, je ne vais pas trop tarder. Hein. Si on doit synthétiser tout cela et les mettre en 3 points essentiels, qu'est-ce qui motive les gens? Quelles sont les attentes fondamentales? 1, de l'équité, s'il vous plaît. L'équité est primordiale. Elle a démarré dans les systèmes de rémunération. J'accepte que mon collègue qui travaille plus que moi ait un salaire plus important que moi. Et j'accepte que celui qui travaille moins que moi ait un salaire moins intéressant. C'est le même raisonnement au niveau des primes, des bonus, des dividendes, des je ne sais pas quoi. C'est l'équité. Il faut être équitable, pas social. On ne prend pas une enveloppe où il y a des milliers de dirhams et qu'on distribue de manière égale à tout le monde. C'est faux. Pourquoi? Parce que si ceux qui travaillent bien vont lâcher et ceux qui ne travaillent pas vont confirmer la non-implication. Les gens ont besoin qu'on fasse une différenciation, mais qu'elle soit équitable. 2, on est sur l'épanouissement au travail. Aujourd'hui, si on ne s'épanouit pas, on ne travaille pas. Il faut tolérer des choses aux gens. Il faut leur tolérer des choses. Obligatoire. Il faut travailler dans l'épanouissement. Mettre de la musique douce dans un bureau, où est le mal? Où est le mal? Peindre un mur en rouge, en marron, en bleu ciel ou en rose, où est le mal? Mettre un bouquet de fleurs, où est le mal? Il n'y a pas de souci. Si on a des femmes qui adorent le rose, pourquoi pas, je vous en prie. Et à côté, nous avons le... Pardon? Bien sûr, il n'y a que le rose. Il s'appelle Rose d'ailleurs. Hein. Il s'appelle Rose. Il ne peut être qu'adoré. Et le sentiment de réalisation. Si on veut développer un peu l'équité, c'est être traité de façon équitable, quelle que soit la situation. Manager avec équité. Équité n'est pas uniquement le salaire, n'est pas uniquement la prime, n'est pas uniquement le bureau ou la chaise, mais manager équitablement. Si j'ai dans mon équipe 4-5 personnes, il ne faudra pas que la même personne assiste avec moi à toutes les réunions. Non, parce que la réunion avec le manager, c'est une situation de formation-action. Il faut que je dispatche ça sur les gens. Et celui qui a fait le travail doit être impliqué, reconnu, autant de fois qu'il le faut. Dites merci, c'est gratuit. Dites bonjour, c'est gratuit. Hein? Encourager, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien du tout. Moi, toute ma présentation, il est orienté autre que pécunier. Ce n'est pas l'argent, c'est tout à fait autre chose. Alors l'épanouissement, encourager les liens individuels et collectifs au sein de l'équipe. Créer des liens avec les gens, entre les gens. Pourquoi pas? Ils peuvent être des amis, des copains. Ils peuvent manger, ils peuvent se marier entre eux, il n'y a aucun mal. Hein, ils peuvent s'inviter les week-ends, ils peuvent faire des programmes, faire des visites,
aller faire des rencontres, il n'y a aucun mal à faire ça. Ok? Tant que c'est dans le respect, dans l'éthique, dans les normes, etc., les bonnes mœurs, il faudra le faire et l'encourager. Et 3, le sentiment de réalisation, aider le collaborateur à trouver le sens qu'il donne à son travail. Il faut d'abord qu'il donne du sens à ce qu'il est en train de faire et on l'accompagne pour donner du sens à ce qu'il est en train de réaliser. Les sources de motivation pourraient être juste énormes, s'il vous plaît. J'ai pensé à partager avec vous quelques-uns les styles de vie. C'est une source de motivation extraordinaire. Les compétences techniques et fonctionnelles, tout simplement, on a besoin de suivre un manager compétent qui donne l'exemple. Si mon patron n'est pas compétent, je ne fais pas trop confiance, c'est comme si je suis à bord d'un avion et on me dit que le pilote ne maîtrise pas trop le système qu'il est en train de piloter. Je me poserai des questions, je ferai les mains et les pieds pour quitter cet appareil. Il faut que je fasse confiance à celui qui pilote l'organisation, le service ou l'activité. La compétence managériale est très importante, du N+1, 2, 3, 4, etc. Et comment peut-on développer cette compétence managériale? Ce n'est pas uniquement les diplômes, c'est de l'expérience et de l'expertise. Et cette compétence managériale, on peut accepter d'avoir un diplôme supérieur à celui de mon manager, sans aucun problème. Mais mon manager, il a de la sagesse de vie, de la sagesse managériale. Il peut m'apporter des idées beaucoup plus importantes que celles que j'ai eues lorsque j'étais au bord de l'école. Alors, la créativité, la possibilité d'évoluer. Laisser les collaborateurs de la collectivité locale créer, innover. Et ça, c'est le premier point de l'agilité. Aujourd'hui, on a besoin de fonctionnaires des collectivités locales agiles. L'agilité a démarré avec les systèmes d'information, il a été emprunté par le commercial. Et aujourd'hui, c'est une monnaie courante au niveau du management opérationnel dans l'entreprise. Agilité veut dire 3 choses. Innovation et créativité. Coopération. On doit coopérer. Et 3, proactivité. Quelqu'un de réactif est dépassé, s'il vous plaît. J'attends pas que la gifle débarque pour que je réagisse. C'est déjà trop tard. Il faut être proactif. Avant que ça se produise, je suis déjà au courant sur un update système et j'essaie d'avancer. Le défi, donner des défis aux collaborateurs de la collectivité locale. Aidez-les à avoir des défis, à les identifier et avancer avec. Le sens du service, la stabilité, la sécurité, puis l'autonomie et l'indépendance. Comment retrouver des idées de motivation? Ça va nous sembler un peu difficile et compliqué, mais le plus simple, c'est de trouver des idées d'anti-motivation. C'est un exercice qu'on appelle l'anti-brainstorming. On dit si on ne veut pas motiver les gens, si on veut les détruire, si on veut qu'ils quittent la collectivité locale, si on veut qu'ils ne soient pas fiers, qu'est-ce qu'il faut leur faire? C'est la question. Et chacun peut prendre un bout de papier et écrire des choses. Qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là pour qu'ils deviennent le plus démotivés possible? Et tout ce qu'on retrouve, on va le transformer tout simplement. Pour chaque cas, on transforme et on fait l'analyse par l'absurde. Et on retrouvera des idées super pertinentes. Par contre, si les idées qu'on va trouver dans une collectivité locale X ne sont pas forcément utilisables, une collectivité voisine, ou dans un autre pays, ou là encore une autre ville, ou un autre pays. Donc les idées sont faites sur mesure. La motivation est sur mesure. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne peuvent plus être traités comme des matricules. C'est pas possible. C'est du one-to-one. C'est aberrant que le président de la commune ne connaisse pas les noms et les prénoms de tous les collaborateurs et de toute son équipe. Il faut les connaître et connaître les problèmes de chacun et se donner le temps au chacun parce que c'est la ressource qui va te permettre de réaliser tes objectifs et réaliser ce que tu as envie de réaliser. Alors, pour agir spécifiquement, vous voyez un certain nombre de choses. Je crois, question de temps, on ne va pas trop s'étaler dessus. Et je vais... C'est des choses qu'on a discutées depuis tout à l'heure. Favoriser en gros le style de management participatif. Et ce management participatif commence par un monsieur ou une dame qui s'appelle le manager de proximité. Le partage de la fonction ressources humaines. La gestion des ressources humaines, ce n'est pas l'affaire de la DRH uniquement ou du responsable de ressources humaines de la commune uniquement. C'est la responsabilité de tous. Jean-Marie Peretti a écrit un joli livre qui s'appelle Tous DRH. Tous DRH, c'est la Bible des DRH aujourd'hui dans le secteur privé. Et ça peut être également dans le secteur public, sans aucun problème. Okay? Nous sommes tous des DRH.
Il suffit que j'ai un stagiaire sous ma responsabilité, je suis son DRH. Je suis tenu de le motiver, de communiquer avec lui, de l'encourager, de l'épanouir dans le travail, etc., etc. Et ce manager doit être un vrai leader. Et parmi les points du leadership les plus attendus, c'est animer et motiver l'équipe. On retrouve la motivation, là on part sur la gestion des ressources humaines. La formation est là pour motiver. Le recrutement, les entretiens de recrutement sont là pour motiver. Les entretiens de carrière sont là pour motiver. Le digital, HR digital, il est là pour motiver les gens, leur faciliter la tâche, etc. Et bien le leadership situationnel est là pour animer et motiver une équipe. Et dans le leadership, qu'est-ce qu'on retrouve, s'il vous plaît? Il faut décliner la stratégie et piloter la performance. Qui va piloter cette performance? Ce sont les hommes et les femmes qui forment la collectivité. Donner du sens et accompagner le changement. Le seul ingrédient qui ne change pas, c'est le changement. La seule réalité, aujourd'hui, c'est le changement. Le changement dans le changement. Il n'arrête pas, il ne va jamais s'arrêter. Tout change. Le changement change également. On peut nommer une personne aujourd'hui, demain on lui change de poste. On peut signer une convention aujourd'hui, demain de l'avenant au contrat. Tout peut changer et nous devons être prédisposés à vivre ce changement. Si on reste rigide, les autres vont avancer et on va rester derrière. Et on a besoin d'une organisation prédisposée au changement. Être acteur du changement. Favoriser la coopération avec tout le monde et puis développer le capital humain là où il est. S'il vous plaît, c'est de l'exemplarité qu'on doit donner aux équipes. Sur ce, je vous remercie. J'espère que j'étais pas très long. Ah oui, oui, il le faut. Merci beaucoup. Merci. Moi, il m'a tellement motivé que j'ai oublié le temps. C'est toujours un plaisir d'écouter ces Tzazi. Et leur cabinet a été pour beaucoup dans l'évolution et la modernisation des structures du ministère de l'Intérieur. J'en suis témoin. Alors, j'ai un problème de temps, justement. Alors, on a un moment de débat par rapport aux différentes présentations de ce matin. Alors, si on arrive vers 1h30 ou même 1h40, on prend des questions, on donne le temps aux panélistes de répondre. On partira pour la pause déjeuner et on entame la deuxième phase, la deuxième séance plénière. Est-ce que ça vous va? Si vous n'avez pas trop faim, on peut entamer la deuxième session. On est dans la subsidiarité, comme disait M. le directeur. C'est vous qui décidez. Alors, on ouvre une première liste de questions. Je vous invite à vous présenter. Nom, prénom et structure d'attache. Et vous posez les questions, les commentaires, les corrections, les rajouts. Vous avez la parole. Micro? Non, non, il a reçu. شكرا السيدة المديرة. Je me présente حسن تاتو منتخب مجلس عمل الرباط رئيس لجنة التعاون والشراكات مجلس عملات الرباط ومنتخب مدينة الرباط. بطبيعة الحال كنبغيو نشكروا السيدة المديرة على هذا اللقاء هذا. إطار طبيعة الحال التعاون ديال مديرية أكاديمية الجامعة الترابية الإفريقية وفي إطار نية المد اللي كتعطيوه مساعدة في تعزيز قدرات باش نتكلم بالعربية ولا بالفرنساوية شي مشكل؟ إلا كان شي كومبلكسيتي ممكن اللغة العربية وكاينة ترجمة للفرنسية. صافي ماشي مشكل. إذا كنكرر التشكرات ديال الحارة السيدة المديرة بطبيعة الحال في
ومن خلال الأكاديمية ديال الجامعة الترابية الإفريقية. وكما كنبغي نشكر بطبيعة الحال السادة الأساتذة المحاضرين اللي سبقونا. وبطبيعة الحال الهدف كما كنعرفوا جميع من الأكاديمية هو تعزيز القدرات الإدارية ديال المنتخبين وبطبيعة الحال الأطر والكفاءات، لأن بطبيعة الحال في الجامعة الترابية ما يمكنلناش نفرقوا بين العمل ديال النيلي مع ان cadre، لأن on travaille dans un corps d'une façon qui est parallèle. فبطبيعة الحال ملي كنرجعوا بطبيعة الحال الجامعة الترابية بصفة عامة اللي هي كتمثل المستويات الثلاث كما نص الدستور المغربي اللي حددها وعرفها في المادة 135 على أساس أنها هي مجالس الجهات ومجالس المستوى الأول ثم مجالس العمالة والتقاليد ثم الجماعات. وكنعرفوا جميع بالنسبة بطبيعة الحال التجربة المغربية في هذا المجال والاختصاصات الواسعة اللي عطى الدستور الأخير للجامعة الترابية، بحيث بطبيعة الحال خصص واحد الباب التاسع في الدستور بأكمله من المادة 135 حتى المادة 147، وهذه لأول مرة في التاريخ. وهذه نتائج بطبيعة الحال ديال السعي نحو اللامركزية وموازاة مع ذلك بطبيعة الحال حتى على مستوى البرلمان اللي كيساهم في إعداد السياسة الترابية من خلال الممثلين ديالو ديال الجهات وديال الجماعة الترابية اللي كيمثلوا 3 إلى 5 من المكونات ديال المجلس المستشارين داخل البرلمان. فأنا من خلال التجربة بطبيعة الحال ملي كنتكلموا على الاختصاصات ديال الجامعة الترابية، وكما تكلمت في لابوست كافي مع الأستاذ ريموند فيريتي، وقلت له أنا كنعطيك واحد الرأي ديالي كممارس، تنقول بأنه من السهل على أي مسؤول على مستوى مثلا ان ديبارتمون مينيستريال يجري مثلا واحد لو سيكتور يبقى مفوكاليزي على ان سول سيكتور. ملي كنتقلوا للجامعة الترابية كنلقاو مجموعة ديال الاختصاصات، عشرات ديال الاختصاصات كما كيعرفوا الإخوان بطبيعة الحال المهندسين. يمكن كنلقاو واحد المجموعة اللي هي كبيرة بطبيعة الحال، الخدمات العمومية، البنية التحتية اللي كيعرفوا الإخوان، الطرق، المناطق الخضراء، السير والجولة، النظافة، المجال الاجتماعي، التعمير. ملي كيجي هذاك لو ديسيدور خصو هذا الشيء هذا خصو يكون بوليفالون، ولكن ديك لا فالور اجوتي اللي كيزيدوها كتساندوا لهذيك القيمة المضافة بطبيعة الحال كيزيدوها السادة الأطر والمسؤولين. فهنا حتى في ذاك التنزيل داخل تراب معين سواء متعلق الأمر بجهة أو بمجلس عمالة أو بجماعة، كاين واحد النوع ما يسمى ديك الالتقائية بطبيعة الحال في هذا التنزيل مع قطاعات حكومية أخرى. ومعناه هنا ملي كنجيو مثلا نطرحوا واحد السؤال، واش الموارد البشرية ديال الجامعة الترابية قادرة على أنها توارب هذا الشيء هذا؟ هنا كنجيو لتبدلوا السادة الأساتذة أنه ضروري أول حاجة هي لا فورماسيون كونتينيو، بمعنى يلفو اتر سبيسياليزي في واحد المجموعة ديال المسائل اللي هي داخله في الاختصاصات ديال الجامعات الترابية. فأنا في نظري كممارس من 92 إلى يومنا هذا أنا في الرباط شنو تنشوف إلى يومنا هذا ما طرا حتى شي تغيير عندنا. أنا غنسبق لك على المنتخبين كنتقد راسي دائما عندنا ديك لا فيزيون اللي هي اون فيزيون كي هي كلاسيك ما تغير حتى شي حاجة، في حين من خلال العروض الشيقة والقيمة اللي تخدموا بها الأساتذة وكنتصنت وكنسجل السؤال اللي كنطرح مادام السيدة المديرة اللي كنطرحوا أسئلة، هل بإمكاننا بطبيعة الحال الجامعة الترابية كاملة الإفريقية أننا ننتقلوا من لا جيستيون اللي هي كلاسيك لا جيستيون اللي هي ديال لونتربريز؟ بمعنى واش يمكن لنا مجموعة ديال النقاط اللي نتكلموا على الماركتينغ مثلا ديال الاي اش في الكوليكتيفيتي تيريتوريال، واش يمكن لنا مثلا نتكلم على جي باك، يمكن لنا نتكلم على لو ليدرشيب. هنا كنطرح سؤال اخر، علاش مثلا في المقاولة ناجح عندنا هذا الشيء؟ انا سمحوا لي درس الجامعة ديال الرباط السابق كان فيها الدكتور فتح الله وعلو درت تكوين هذه المسألة هذه، درنا تكوين في كونديزيلي مع البارتنارية ديال الجامعة ديال محمد الخامس
وخدينا دي كونيسونس. دابا دي كونيسونس اللي عندي راه خديتهم انا من الجامعه الترابيه مع الاخوان الاوطون. انا لي ميتي ديالي ايور، انا جو سوي فونكسيونير و جو سوي كادر او بارلمون موظف. اذا هنا السؤال علاش بالنسبه لمنطقه المقاوله نجحنا، بمعنى كنلقى داك الرئيس ديال المقاوله الربح ديالو المادي ديال المقاوله من حقه، كنرجع وكنطرح السؤال على الجامعه الترابيه. رئيس الجامعه الترابيه عنده ربح اللي هو سياسي. اذا كيفاش نحاولوا ما امكن باش نالينيو داك الربح السياسي ديال داك لو بريزيدون وما نسميوه السياسي، لان دابا بحكم الدستور اللي تقدم دابا راه كنتكلموا على بي دي ار، على برامج التنميه الجهويه، كنتكلموا على البي دي بي برامج التنميه على مستوى الاقليم، وكنتكلموا على باك. اذا السؤال هو هذا، واش كاين امكانيه؟ انا تنشوف الحمد لله اللي غتكون ان كاينه امكانيه، وهذه الاكاديميه طبيعه الحال ديال الجامعه الترابيه الافريقيه غاده في هذا الاتجاه، ونتمنوا بانه زعما نجاوبوا ميدانيا على هذه الاسئله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيده المديره على هذا الملتقى اولا اللي عيطتونا ليه. صراحه كانت فرصه يعني بالنسبه لنا حنايا مهمه بزاف، لان واحد العدد ديال العروض اللي فاتتنا انا عبد العزيز العايد نائب رئيس الجامعه ديال تماره وبرلماني استثمارات تماره في نفس الوقت، فالعروض كانت جد مهمه، ولكن اسمحوا لي انها تبقى دائما على واحد المستوى شويه عالي. مجموعه ديال التوجيهات ومجموعه ديال المعطيات هي جد مهمه، ولكن خصنا نلقاو لها الصيغه كيفاش يمكن تهبط على مستوى الجامعات المحليه وعلى مستوى موظفي الجامعات المحليه، والا غتبقى يعني وثائق يعني حبرا على وراء ما يمكنش يعني تطبق للاسف، وان كان جد مهم. احد الاسئله طرح السؤال ديال يعني الجامعات المجاليه جالبه اتريونت. انا نقدر الجواب الان لا، هي غير جالبه. هي يعني لحد اليوم هذا حال معروف ان الناس يعني تعتبر دائما يعني الموظف ديال الجماعه المحليه هو موظف يعني من درجه ثانيه، يعتبروا ان الجماعات المحليه يعني الخدمه ديالها هي خدمه رديئه وما يمكنش الانسان يمشي لها وهكذا. اذا فهذه اشكاليه للاسف بقى الان يعني حاضره بقوه، واللي خصنا نفكروا كاملين كيفاش يمكن تولي بالفعل هذه الجماعه المحليه جماعه يعني جالبه. عاد غنتحدثوا على انها تكون شركه ولا تكون او مثيله لشركه، فهذا امر اخر. وفقط على نقطه واحده اللي يذكر يعني المحاضر الاخير هذا يعني العداله او ليكيتي، الوقيته اللي تحدث على مساله ديال لي صالير وكيفاش انها تكون بنفس يعني لا يعقل ان شخص يقوم بعمل يعني ذا اهميه يعني كبرى ويتخلص اقل من واحد اخر. هو الواقع كتكون مثلا مهندس وتقني، فالمهندس يتخلص اكثر الو كما عنده حتى مهمه احيانا نظرا لعده اسباب يعني سابقه. فلهذا انا اقترح ان اذا كانت يعني بغينا نرفعوا الجماعات المحليه ديالنا قدام في اطار ديال النظام الاساسي للجماعات المحليه وفي اطار القانون ديال 113 14 انه يتغير يعني المهام ديال المنتخبين ويتغير المهام ديال الاداره، بحيث اننا نمشيو لاتجاه ما يعرف الان يعني بالجهات وقانون 111 14 بوكاله المشاريع، ويولي نفرقوا ما بين يعني المهام ديال المنتخبين في اطار التوجه العام، في اطار يعني تحديد المقررات كبرنامج التنميه ديال الجماعه، برنامج العمل ديال الجماعه وبرنامج التنميه الجهوي وغيره، ونخليو يعني الاداره بالضبط. وهذيك الادارات يعني تتحمل المسؤوليه ديالها في اطار الاداره، وهكذا المنتخب تيخرج من المجال ديال الاداره ككل وتيبقى فقط عنده الجانب ديال التوجه العام، ويبقى طبعا على الرئيس يعني ذاك الامكانيه ديال التعيين من عدمه. في حقيقه الاهميه ديال الحوارات ونختم بهذه الفكره، استوقفني واحد العرض ديال احدى العروض الحديث على حلقات الجوده
لي سيركل دو كاليتي. وحقيقه هذه من الامور اللي ممكن يعني نجلبوها للجامعات المحليه. وانا في الاصل انا استاذ في المدرسه الوطنيه الصناعيه منسق المعادن بالرباط، وعندنا علاقات كثيره مع لو سي بي وكشركات ديال الفوسفات. لاحظنا بالفعل بان كانت واحد العدد ديال التقنيات اللي تيقوموا بها خاصه هذه المساله ديال لي سيركل دو كاليتي اللي بها تيحفزوا الموظفين. فهي تقنيه سهله بحيث ان يجتمع الموظفين بلا ما تاخذوا بعين الاعتبار يعني لي كرات، وتيناقشوا مشكل من المشاكل ديال الجماعات ديال يعني الاداره ديالهم، وانا ذاك تيديروا مقترحات ل يعني النهوض بذاك القطاع اللي هما خدامين فيه. وكانت له نتائج جد مهمه على مستوى يعني الانتاج، وجد مهمه على مستوى يعني التحفيز ديال الموظفين ديال لوسيبي. اذا شكرا جزيلا. شكرا سيدنا المحترم. تفضل. عمت مساء دكتورة بديعة الفضيلي رئيسة قسم تنمية الموارد البشرية بجامعة القنيطرة. سعيدة جدا بحضوري بينكم في هذا المحفل المعرفي الذي يعيد تثمين الموارد البشرية باعتبارها رأس مالا ودعامة لأي تنمية مستدامة. ورد الحديث أثناء عروض الأساتذة الأفاضل عن أهمية وضع استراتيجية للموارد البشرية، وعن أهمية أيضا وضع تدبير توقعي للكفاءات والمهن، واعتبر التكوين من أهم دعامات هذه الاستراتيجيات. لكننا حينما نتحدث عن التكوين داخل الجماعات الترابية نجد أن هذا التكوين ينحصر غالبا في التكوين في مجالات تخصص الموظفين أو مجال انتمائهم إلى المصالح، بحيث مثلا نحن في جماعة القنيطرة قمنا بتكوينات عديدة تتعلق بالمحاور التي يشتغل بها الموظفون، سواء تعلق الأمر بالجبايات أو الممتلكات أو الكتابة العامة أو المالية المحلية. لكنني ألاحظ أن هناك تكوينا مهما يتم إغفاله إذا ما كنا نهتم بالموارد البشرية. هذا التكوين ربما أشار إليه الأستاذ تازي، وهو تنمية القدرات النفسية أو التنمية البشرية للموارد البشرية. كيف ذلك؟ تحدثنا عن أن الموظف الجماعي يجب أن يبتعد عن الفساد، ورصد هذا الفساد في الرشوة وسوء استقبال المواطن وعدم الاهتمام بأخلاقيات المهنة. لكن كيف يمكن أن نجبر هذا الموظف على احترام كل هذه الأخلاقيات ونحن لم نقم بتكوينه تكوينا يقيه من هذه الاختلالات؟ أرى أنه عوض، لا أقول عوض، ولكن إلى جانب هذا التكوين الذي قد ندخله في إطار المسار المهني والمسار الوظيفي، يجب أن نهتم أيضا بنفسية هذا الموظف. لماذا؟ لأنه رأس مال بشري، ولأن النفسية هي التي تساعد على التغيير، ولا يمكن أن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا الاهتمام بهذه التنمية الذاتية. شكرا. شكرا. والتحية للسيدة المديرة وتحية للإخوان الأساتذة الأفاضل الذين تفضلوا بإغناء هذه الدورة أو هذا اللقاء المبارك. عزيز بن فاطمي من جماعة الرباط قسم التعاون الدولي. أريد فقط أن ألتقي مع المقترح الأخير ديال الوقت اللي تخلص من القنيطرة لدعم التكوين ومع يعني إرساء التكوين داخل الجماعات الترابية على المستوى الإفريقي الآن. وحنا لدينا هذه الفرصة الكبيرة من خلال هذه الأكاديمية التي هي يعني نعتبرها أرضية لإغناء وتثمين الموارد البشرية على المستوى الإفريقي. وأريد أن أطلب من خلال ترافع أو قدرة الترافع لهذه المؤسسة أو المؤسسات ديال لا من خلال الترافع أنا أطلب يعني أتمنى أن يتأكد الترافع حول الحق في التكوين، حول قانون أو يعني إطار لحق الموظف الجماعي في الجميع على مستوى الإفريقي، حقه في التكوين أو من واجب
المؤسسات يعني التي تشرف على تدبير الجماعات المحلية من واجبها أن تدخل هذا الحق في التكوين كما هو معمول به في المجتمعات أو في الدول المتقدمة. وأرى أن القدرات الإفريقية والمغاربية يعني ليست يعني أقل من إمكانيات في وضع هذا الإطار الذي سوف يدعم يعني تنمية وتحفيز الموارد البشرية. يعني الابتكار من داخل التكوين وبالتكوين يمكن أن يكون أكبر محفز للموارد البشرية. وشكرا. سناوي نوفل جماعة سلا. تشكرك السيدة المديرة على الدعوة ديالك الدورة الثمانية. بالنسبة للسيدة المديرة أنا تنبغي نركز على ثلاثة الأمور اللي خصنا ربما الاعتناء بها، وهو تكريس ثقافة الاعتراف. لأن ثقافة الاعتراف راه هي اللي ربما تعطي واحد الدينامية، لأن ممكن يكون واحد الموظف قام بواحد العمل ربما ندير واحد الاجتماع ونقولوا له تبارك الله عليك هادشي مزيان، ربما غادي نشجعوه على أنه يزيد يعطي. كاين ثاني الأمر الثاني هو التكوين. راه إلا جينا نشوف راه السيدة المديرة ملي مشيت ندوي بعدا التكوين ما عمرنا ما خطرنا ليه يعني على مستوى وزارة الداخلية، يعني هذا أمر ثاني. كاين الأمر الثالث واللي خصنا نحاولوا حتى هو نعطيو واحد الاهتمام هو الكوتشينغ. ربما غايب علينا ثقافة الكوتشينغ، ربما الجامعات فيها أطباء ولكن ما كاين الناس اللي يعطيو يعني يحاولوا يشجعوا يموتيفيو لي جون. ربما حتى حنا دابا حتى التعيين ديال الموظفين ما كناخذوش الراي مثلا شنو مثلا البلاصه اللي يقدر يعطي فيها احسن. ربما تيكون حتى التعيين تاع السوفي، ربما ما تنشوفوش شنو هما لي كومبيتونس ديالو، مع اننا نراعيو شنو هو لا موتيفاسيون ديالو هو كشخص باش يعطي احسن. ربما كاين الناس اللي عندهم دي بروفيل اللي ربما يعطيو مجالات اخرين، ولكن كنجيو بحال كنكلاسيو ونتنزلو نتحطو معنا الاحسن، لانه ربما كاين غايات سياسيه ومسائل هذه اللي هذا هو اللي السياده المدير. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الساده المنظمين هذا اللقاء الهام حول الموارد البشريه. من خلال العروض اللي استمعنا لها كتبين بان المشاكل اللي كتعرضها الوظيفه الجامعيه على صعيد دول شمال افريقيا وربما حتى على صعيد افريقيا هي متشابهه تقريبا. من خلال العروض تبين بان هناك واحد قدم نفسك الله يعطيك. محمد بوعلام مدير شؤون رئاسه مجلس عمل الطالبات. كيتبين بان من خلال العروض بان نتحدث عن الموارد البشريه الجامعيه او اللي كتشرفها على جامعه الترابيه. وحنا ربما الوضعيه الحاليه اللي كتعرفها لا تمت بصله بما جاء في التدخل الاخير ديال مكتب الدراسات. كنعرفوا بان الموارد البشريه داخل جامعه الترابيه كنتحدث على المغرب تعيش واحد الوضعيه لا يمكن ان نقارنها بالوظيفه العموميه، بل بالاحرى بالقطاع الخاص. حنا كنعرفوا الوضعيه اللي كتعرفها الوظيفه الجامعيه التي لا زلنا ننتظر ان يصدر مرسوم خاص بالوظيفه الجامعيه داخل في المغرب اللي كتعيش واحد الوضعيه خاصه، حتى ان المسؤولين داخل جامعه الترابيه في المغرب لا يمكن مقارنتهم مع المسؤولين في كموظفين ببقيه الوزارات الاخرى، حيث سواء من ناحيه التعويضات عن المسؤوليه او امورات اخرى. فبالتالي الوضعيه ديال الموظفين الجامعيين هي وضعيه خاصه لا يمكن مقارنتها مع بقيتها. اذا بالاحرى ان نتحدث عن الجامعه كمقاوله. كان هذا واحد المشروع كانت خدمت عليه وزاره الداخليه ان الجامعه الترابيه ندفعوا بها لكي تسير كجامعه مقاوله. ربما هذا المشروع باقي بعيد المنال، لان في ظل الوضعيه الحاليه اللي كتعيشها الوظيفه الجامعيه داخل المغرب لا زالت الامور
ماشي هي هذيك. لذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار الوضعيه الحقيقيه اللي كتعيشها قبل الحديث عن تحفيز ولا امورات اخرى او لا هذه الامورات اللي يمكن تعطي الوظيفه الجماعيه نجاعه اكثر. شكرا. شكرا جزيلا. نعم. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Fédia Benhassan, je suis doctorante. Je travaille sur l'axe de la GRH publique, je suis de la Tunisie. Alors, je travaille sur le concept de la reconnaissance et de l'engagement. Donc, je travaille aussi sur mon échantillon, ce sont les dirigeants des structures publiques locales. Donc, je partage avec vous l'importance de la reconnaissance symbolique et j'avoue que c'est crucial pour les dirigeants. Même, je dirais, c'est l'échappatoire en cas d'absence de reconnaissance financière. Mais tout compte fait, la vie devient de plus en plus coûteuse et la reconnaissance financière c'est très importante. Dans la fonction publique, elle est régie par des lois et par exemple dans mon échantillon, ils regrettent même une carrière dans le secteur public vu leur insatisfaction financière. Donc dans ce cas, comment on peut procéder? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Et merci. Alors juste la présence de la jeune doctorante, je l'ai rencontrée à Tunis la semaine dernière et c'est ma façon à moi d'aider les jeunes et d'aider la recherche. D'ailleurs, madame, soyez la bienvenue. À vous remercier Vous pour n'avez pas cette opportunité. C'est un devoir. Alors, نسافيو بهذا القدر آخر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا فاطمة اليوسفي نائبة رئيس مجلس عمالة الرباط. كنشكر السيدة المديرة الشكر جزيل على هذا اللقاء هذا اللي هو مهم جدا واللي مفيد جدا لكل الإداريين وكل المنتخبين واللي غادي يكون يعطي واحد إن شاء الله غادي يعطي واحد النتيجة مهمة جدا في التعاون باش تعطى واحد التنمية أكبر واحسن للكوليكتيفيتي ديال المجموعه الترابيه. كذلك نشكر الاساتذه الافاضل بالمشاركات ديالهم كذلك القيمه اللي انتفعنا بها واستفدنا كثير منها. إدارة الجماعة الترابية المغربية تعاني من مشاكل كثيرة ومتعددة. منها يعني اولا بعد احييها اكبر تحيه لان كيتواجدوا فيها اطر وكفاءات كبيره وكثيره وهذه الكفاءات يعني العدد منها هو ضائع ويبحث عن نفسه وعن دوره داخل هذه الجماعات. كاين عندنا في المقابل هناك موظفون اشباح. اذا هناك واحد المزيج من كفاءات واشباح. كذلك هناك نقص في الامكانيات الماديه الاليات التي يمكن بها للموظف ان يقوم بعمله. هناك اشكاليه كبيره جدا في النقص في هذه الاليات ما يخص. كذلك اللي كنلاحظ بان كل جماعه ترابيه الا وعندها مشاكل خاصه بها يعني تختلف عن المشاكل ديال الجماعه الاخرى. كاين هناك كذلك المشاكل السياسيه بحيث هاد الموظفين كيعجبهم مثلا هاد السياسي هما غادي يتعاونوا معاه في العمل ويقوموا به. الا كان كيختلف معاهم من الناحيه السياسيه كيمكن لهم يكونوا واحد المعول هدم عوض يكون معول بناء. اذا انا كنقترح يعني وارجو واتمنى
زعما لكل من له يعني من يريد أن يرفع وأن يطور هذه الجماعات الترابية أن يبدأ أولا بالتعاون في تشخيص المشاكل الحقيقية داخل كل جماعة. لا بد من تشخيصها، وهذا التشخيص كتبعوا اقتراحات، وتكون هذا التشخيص يعني يشاركوا فيه الموظفين هما نفسهم، هما اللي كيعرفوا المشاكل اللي كيعيشوها مع المنتخبين ومع المسؤولين، ونخرجوا المشاكل ويطرحوا مقترحات اللي يمكن ان شاء الله تمشي بينا وتمشي يعني الى الامام والى الاحسن والى الافضل. وشكرا. شكرا جزيلا. تفضل. Je vais considérer les deux dernières présentations, parce qu'après on a encore 2 sessions. هذا اللقاء تواصلي والتشاوري حول هذا الموضوع، وهو من المواضيع الكبيرة الذي يتعلق بالأنظمة الأساسية للموقف الجماعي وكذا آلية تحفيزه. من خلال تدخلات السادة الخبراء مشكورين على التقدير، وكذلك تدخلات الإخوان حاليا، يتبين بأن المشكل الموقف الجماعي عامة ينحصر في نقطتين اثنين. هو أولا أن ضرورة حماية الموظفين الجماعيين بجميع أصنافهم، وثانيا تكريس يعني السلطة للمنتخب كسلطة رئاسية أو كرئيس تسلسلي في اتخاذ القرارات وتدبير الحياة الإدارية للأشخاص من تقييم وترقية وتأديب إلى غير ذلك. وهذين المعطيين بطبيعة الحال لا يمكن أن يتم بدون إرساء نظام أساسي خاص بهذه الفئة التي طالما تعاني من قانون تقليدي عديم الحركة مستوحى من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالنسبة للمغرب لحل بعض المشاكل التي تطرح نفسها في وقت الراهن، كمشكل الحركة الانتقالية المتجلية في الإلحاق، وكذلك مشكل الانتشار وتوزيع الفائض من الموظفين الجماعيين، بالإضافة يعني إلى عمليات أخرى تتجلى في تسوية الوضعيات الإدارية لهذا الموظف أسوة بباقي موظفي القطاع العمومي، وكذلك التعويض عن المهام بالنسبة للموظف الجماعي مما يحيل عن موضوع التحفيز، إرساء هيكلة نموذجية موحدة للإدارة المحلية، لأن بدون هيكلة لا يمكن الحديث عن إدارة محلية وعن موظف جماعي وعن إطار قابل للاشتغال. هذا يعني بوجه عام بعض الخصوصيات التي تحدث في نقطة العلم والتي تستدعي التدخل لحل هذا الشكر. آخر متدخلة غادي نبدا نستعمل شوية السلطة باسكو سينو غادي نبقاو هنا حتى 8 ديال الليل. تفضلوا. آخر متدخل الله يخليك ولا متدخلة. Bonjour, je voudrais finalement saluer. J'ai eu le privilège de m'avoir encadrant des professeurs à l'École nationale d'administration ici à Rabat. Merci beaucoup pour l'invitation. Messieurs les intervenants, mesdames et messieurs la présence, premièrement, je voudrais porter mon intervention sur le terme de motivation. À mon avis, il doit englober d'autres termes qui sont l'appartenance, la prise au sérieux, l'appréciation, la reconnaissance et la valorisation du travail des efforts des polices et des fonctionnaires dans les collectivités locales. En Europe, le grand problème des collectivités locales, c'est le statut. Il faut arrêter un statut clair et bien défini pour ce personnel qui est considéré, comme a dit monsieur le vice-président de Témara, ils sont considérés comme des fonctionnaires
la deuxième chose, il faut faire le constat que l'administration des collectivités territoriales au Maroc est en cours de vieillissement. Et puis le nombre des fonctionnaires est en train de diminuer. Le troisième constat est que la corruption n'est pas tributaire uniquement aux collectivités locales, elle est un peu partout, dans toutes fonctions et professions. Je propose de mettre en place un mécanisme de suivi des fonctionnaires et visant la prise de conscience et la valorisation de ce personnel, ainsi qu'un mécanisme psychique et que le coaching continue. Merci. Est-ce que vous travaillez maintenant? Je suis chef de division de la coopération au Conseil préfectoral de Alors, je vous remercie sincèrement pour toutes ces idées, tous ces commentaires et toutes ces clarifications. Et je vais peut-être donner 5 minutes à chacun des panélistes pour réagir à ces différentes questions. You will have 10 minutes. Non. Alors, je vais commencer par la droite, parce que c'est la présentation qui a été le plus interpellée, qui nous a peut-être projeté dans un monde de rêve, en tenant la réalité. Merci. Merci Madame Zarok. Certaines questions ont été posées en français, d'autres en arabe, donc on va faire un peu de presse. On va mixer arabe et français. Je voudrais vous interpeller, s'il vous plaît, sur une situation qu'on a vécue tous. Vous avez entendu des interventions. Et je vais le dire en arabe. Billahi alaykum. L'intervention de Madame Knetra et de Madame Darbat et de Madame Kada, les interventions que vous avez eues à l'instant même, est-ce que ce n'est pas des interventions brillantes? À votre avis? Ah, ça s'applaudit. Je vous assure que j'ai eu des larmes aux yeux lorsque Madame était en train de parler un arabe aussi magnifique et agréable. Une compétence linguistique. Vous pouvez mettre les autres compétences. Juste linguistique. Une compétence. J'ai eu le plaisir de travailler, LMS, le cabinet, sur une mission d'assessment, une évaluation des cadres d'une grande commune du Maroc. Grande commune, immense, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu les installations des maires. Et on a fait une évaluation de tous les cadres, 1500 cadres. Et on a eu des stars. Ce n'est pas des cadres, ce n'est pas des compétents, c'est des stars. Mais c'est des stars qui se sont construits eux-mêmes. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, je suis acteur de ma carrière. Je suis acteur de ma carrière. Vous savez que la moitié des coachs aujourd'hui qui circulent sur Terre, c'est des gens qui ont fait le coaching sur leur propre budget. Et l'entreprise privée aujourd'hui ne peut pas te payer un coaching personnel. Elle ne te le paye pas. Sauf si tu fais partie d'un collège donné. Donc, je suis acteur de ma carrière, acteur de ma formation. Vous pouvez obtenir des formations gratuites. Nous, LMS, on le fait. Vous pouvez nous appeler. On se fera un immense plaisir de venir faire une présentation عندكم les 7 ou la nahar ou les yomين ou l'arba'iyyan gratos. Et ça, c'est en collaboration avec Madame Zarra. On ne peut pas dire non à des choses pareilles. Haram تقول لا à la formation. ضروري تمشي. Il faut absolument participer. On peut envoyer un consultant, un coach, les collègues, on a une équipe de 75 consultants, c'est impossible qu'ils ne fassent pas le déplacement. Voilà. Et quand on le fait, c'est une orientation business. Ce n'est pas gratuit. Quand on vient faire une présentation, on a autour de la table 50 personnes. Les 50, il faut que je sois super bête pour ne pas obtenir un contact utile à quelque chose. Et ça, c'est mon métier. Et le métier de tous les consultants. Donc, quand vous allez nous inviter à faire une intervention, on fait l'intervention. Et vous profitez. Et on fait des contacts. Et un contact avec une secrétaire peut être utile. Un agent est utile. Un directeur est utile. Un cadre est... Un contact. Ça vaut de l'or. Et ça, vous êtes les acteurs. Vous pouvez ramener des conférenciers, même de l'international, qui peuvent venir gratuitement. Vous pouvez obtenir des sponsors, un hôtel qui paye vous pouvez obtenir des sponsors qui payent les billets d'avion, etc. Et vous avez la formation. La formation n'est pas toujours coûteuse et n'est pas toujours payante.
Et vous pouvez intégrer le secteur privé. C'est la relation publique-privée. Alors j'ai noté un certain nombre d'éléments, mais je crois qu'on ne me donnera pas l'occasion de le faire. Vous avez parlé de l'équité, mais très rapidement, un dernier point, si vous permettez. On a parlé de l'équité et du salaire, etc. واحد من الاخوان قال انجينيور مهندس تيخدم ان اجون كيخدم لا هذاك لاجون كيخدم اكثر من المهندس متفقين ماشي هي دي ليكيتي parce que l'équité est orientée résultat pas charge de travail. L'entreprise ne paye pas la charge. Quelqu'un qui vient 18 heures par jour dans une entreprise travailler et ne produit rien, mais quelqu'un qui vient 30 minutes et il réalise quelque chose, c'est celui-là dont on a besoin. L'ingénieur, il a mis 5 ans de son temps à faire des études, à créer de la valeur. Il crée la valeur autrement à l'agent qui est sur le terrain. Ça ne veut pas dire que l'agent n'a pas de valeur ajoutée, pas du tout. Il a une valeur ajoutée très importante. Mais les deux valeurs ajoutées sont importantes. بجوج بهم محتاجينهم. واحد اللي دار دكتوراه، واحد دار ماستر، واحد اللي ما قراش، ولكن عنده يديه خدام بهم parce que l'homme ou la femme, c'est des mains, c'est un cerveau et c'est un cœur. C'est de l'intelligence émotionnelle aussi. Donc un coach, alors ما تيخدمش تجلس في بيرو te pose un certain nombre de questions et te pousse à réfléchir. L'élu, vous êtes déjà sur l'excellente voie parce que vous avez une prise de conscience extraordinaire. Vous avez posé des questions magnifiques. Vous êtes dans la prise de conscience. La solution est en vous. La solution n'existe pas ailleurs. Comme تسناو الدولة دير ونتسناو الشتاء تهبط ونتسناو الوقت ما بقينا. راه كل واحد اكتور بوحده وكل واحد يقدر يجري يقدر يعطي دي ريزولتا. الله يولي التوفيق. شكرا جزيلا. Moi j'ai un petit commentaire. Je suis presque d'accord, mais pas entièrement d'accord. Parce que dans l'administration locale, on n'est pas dans une entreprise. Nous avons un texte réglementaire, nous avons un mandat sur les élus, nous avons énormément de contraintes. On ne peut pas mobiliser des instruments du management privé facilement dans une administration locale. C'est facile de le dire, il y a des consultants qui essayent de vendre des choses, mais sur le terrain, c'est presque impossible. C'est presque impossible. L'administration est une organisation tout à fait spécifique, l'administration. Donc il faut se méfier de ces concepts et de ces acronymes qu'on a tendance à présenter des choses que je ne comprends même pas, de vendre des choses sous le label du nouveau management public, New Public Management. Et c'est des choses très étranges pour les administrations publiques et qu'on n'arrive pas à intégrer dans des États qui sont très avancés dans l'administration publique. Ils ont du mal à intégrer certaines choses. C'est que la gestion bancaire, finance, c'est extrêmement complexe dans la sphère publique. Donc il faut se méfier. يعني ممكن كلمة عربية يعني في الإدارة المحلية ليس من السهل نقول أدوات الإدارة الخاصة. الإدارة المحلية لديها خصوصية ولا تخضع لمنطق السوق، لسنا في منطق السوق، هناك منطق آخر يحكم. لهذا يعني يجب أن نحذر من استعمال بعض يعني المصطلحات التي تأتينا من الإدارة الخاصة التي يصعب في الحقيقة استعمالها في الإدارة. Thank you very much. I'd like to commend all the people who commented. A lot of them are in form of comments and few questions. It shows that really you follow the lectures, and I'm quite happy about that, that you also have a lot of things to teach us. I think most of the research we presented here, we did not tell you about the methodology.
can speak on behalf of some of those researchers presented that they were not manufactured, but we actually speak to people who matter. We have focus group discussion. What we're doing here now is focus group discussion, just trying to find our opinion. So we had several of those, even in the case of the Nigerian I presented. And I think somebody said that the research reflected what is happening in Morocco. So therefore, somehow, there's some credibility in what the researchers have presented. I think one of the problems at local government level is the mindset that this is the way we've been doing things, it has to continue, whereas we need to change. So are we responsive to new things, new ideas, new management styles? I think the person who spoke is saying, how can we now begin to imbibe private sector ways of doing things at local government, which is, I think, the way we should be going. Let me give you an example. 2 cases. A recreational park was created in the beach of Lagos and then was meant to be managed by local government. It was supposed to be generating a lot of funds. So they gave a manager, you have to use the machine to collect money, but it then does not give room for anybody to steal the money. So somehow you find out that this machine keeps breaking down, so the people were complaining, we have to go back to the old method. So that the old order will continue. I can tell you that that recreational park with a lot of fanfare, gadgets, is never being used, and it closed down. Whereas, now when we have a toll gate that is fully computerized in Lagos again, but you can look at the quantum of money that is coming out of it. Nobody's handling the money, so the money would come, and millions are being generated on daily basis. And some of the services at private sector and the local government can actually be privatized without sacking any government staff, especially collection of revenues, so that you will be able to account for it. Somebody mentioned the ghost workers. So if there are, we were able to deal with ghost workers when we computerized the entire system of staffing at federal, subnational level, but we need to do it at local government level, which we are yet to do. If you go to local government in some parts of Nigeria, and you ask for the staff of local government, depending upon whom you are talking to, which agency, there are different lists. So we want to say which one is correct, which one is wrong, so you can get about 3 lists. It's supposed to be only 1 list that is very correct. So these are issues that computerization, information technology, and new methods of doing things will help us to do. And I think local government will need to accept some of these new methods. I give you an example, computer. And this is my own personal life. I crack this joke. If my wife were to be here, I would still say this joke. I used to give, housekeeping allowance, I would give my wife, she's actually operating the account. She goes to the bank to take the money out. Then she comes back, okay, give me another some money here. And after a few days, I don't even know how I am giving the money out. So one day I said, okay, I set up an Excel file. Today, I gave this amount. Tomorrow, this amount. Then I said, what is wrong with the money? How do you spend it? I said, okay, come and look at it. These are the rundown of the dates. This is not what the computer is supposed to be used for. It is one of those things as well. So the point is,
If you don't keep records, local government level, I told you earlier on, record keeping is about transparency, it's about planning, it's about monitoring, it's about evaluation. So all these are happening. And when you ask people in local government level, they say they don't have information. The information is there. So we have to be in the culture now, like private sector, keeping records, producing our reports, you know, managing our time, and all of this. Have an HR policy. Somebody said there's no policy. You need to have an HR policy, criteria for employment. Everybody will see it. So it will rule out, oh, please push this person there as if she met the requirement. If not, give us somebody who does. So in that case, we'll be able to do a lot. I think I want to commend you very well that, you know, local government and employees and elected representatives. I see a problem in this area, but I'm glad to hear that there's no problem. The reason being that, yes, unless they sign your memo, money will not come out. So if you don't understand them, especially in the case of Nigeria, they will push you aside. The money will still be spent, but it's not going to go to the right source. So we really need to have a bridge, getting them down. Let us have a strategic plan. You're going to be with us for 4 years. Tell us the things, how we can help you to achieve your objectives. And then we can agree, let him or her sign. Then when he's not asking some things outside that, we have a reason to say, you didn't say you want to do this. How do we accommodate this kind of thing? But this is a very serious area at national level, at subnational level, at local government level. But we need to be able to bond with our political leaders to do something. Thank you very much. Thank you so much. Too much time. J'ai accordé beaucoup d'intérêt à ce que vous avez proposé comme réflexion, comme questionnement. C'est pour moi cet exercice, je confirme ce que dit mon collègue, cet exercice de listening est extrêmement important, parce qu'il nous permet un peu de se rafraîchir notre manière de voir les choses, de se poser des questions, de se questionner soi-même. J'ai également noté, comme vous, dans l'exposé à la politique de Mme Zaro, sa volonté de faire de l'axe transformer le leadership local un axe prioritaire. Et au bout de cet exercice de listening et de priorisation, je me retrouve dans un système d'autoconfirmation d'un certain nombre de décalages. J'en ai repéré 3 en écoutant M. le député, en les écoutant tous. Le premier décalage, c'est entre la réalité que nous vivons sur les territoires et globalement les approches théoriques qui sont présentées. Ça paraît très beau quand on le présente avec des PowerPoint ou des PowerPoint, mais ça crée en nous beaucoup de frustration parce que ça ne répond pas toujours à nos réalités. Et nos réalités sont beaucoup plus complexes sur le terrain. Premier décalage. Le deuxième décalage, c'est entre la promesse de gouvernance territoriale. On présente ça comme étant un peu la solution magique à tous nos problèmes de société. Ça va tout régler. Il suffit de dénier un peu des locaux, d'avoir de l'autorité et du pouvoir local, et ça va marcher. Et on va s'en sortir. Et la demande citoyenne, la demande au quotidien. Aujourd'hui, le citoyen a besoin d'attention, a besoin de clarté, a besoin de simplicité, a besoin de... En somme, une demande qui s'exprime tous les jours de façon beaucoup plus exigeante. Et l'offre politique
de la gouvernance des territoires répond par des textes, répond par des normes, répond, mais jamais de façon réelle qui répond. Le troisième niveau de décalage, c'est cette différence de plus en plus marquée entre l'offre des experts, qui sont M. Raymond Véritel ou notre ami, et nous, praticiens, sur le terrain. Nous avons peut-être besoin d'autre chose, plus simple. Et c'est là où la proposition de notre ami de venir vers vous, de vous écouter, de voir un peu comment on identifie ensemble les priorités, parce que les priorités ne sont pas celles qui sont définies de façon très colorée en rose et en jaune et dans toutes les couleurs. La réalité est malheureusement têtue et sur le terrain, les choses se vivent différemment. Face à ces trois décalages, et je termine par là, faisons une petite conclusion, je pense que nous sortons tous de cet exercice avec la conviction qu'il nous faut un peu plus de modestie. Nous n'avons pas les solutions encore. Nous sommes dans un processus continu de recherche de solutions adaptées à des besoins qui changent de façon extrêmement rapide. Beaucoup plus de modestie, beaucoup d'humilité et beaucoup de patience. Parce que la transition en matière de gestion des ressources humaines au niveau local va demander beaucoup de temps, va demander probablement le travail en termes de pédagogie, d'éducation et de communication sur une génération pour que demain, les décideurs locaux, les responsables au niveau de la collectivité territoriale assument pleinement cette responsabilité de gouvernance locale qui est une lourde responsabilité et se donnent les moyens de préparer les ressources humaines qui sont convaincus, engagés et produisant leur propre bonheur en se donnant à des défis, à des challenges au niveau local. Voilà ma petite contribution à la fin. Une minute? Oui, je vais essayer d'être... Parce qu'on m'appelle de l'autre côté. Bon, alors, il a déjà terminé. Voilà. Merci. Non, on est quand même essayer de donner un tout petit plus. La première chose, et je suis d'accord avec vous, que le risque des experts, c'est de se substituer ou de faire croire qu'il n'y a qu'un. Ça, c'est tout à fait vrai. L'avantage, par contre, c'est qu'on peut se promener, entre guillemets, d'une réalité à l'autre, et pour peu qu'on soit un peu attentif, on peut peut-être en tirer des conclusions ou sortir des suggestions qui peuvent servir, en fait, d'être un petit peu transmetteurs. Voilà. Juste pour dire que je suis d'accord avec le risque d'être des vendeurs de salade ou de vendre à la une. Je pense qu'il faut pouvoir peut-être profiter de cette occasion pour faire circuler des informations qui sont utilisables. C'est ça l'intérêt. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis d'accord aussi que nous devrons passer, vous devrez passer certainement à des phases beaucoup plus systématiques et concrètes. Alors, on ne peut pas rester sur les constats, sur les diagnostics, sur les IORACA. Il faudrait, je suis d'accord tout à fait qu'il y a un moment, et on discute un petit peu avec Mme Zarouk, de maintenant se dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Et là commencent les vraies questions, parce que les réalités sont très différentes. Les situations sont très différentes. Une très grande ville, allez, je prends le Caire, qui est une des plus grandes au monde, si j'ai bien suivi mes statistiques, versus une petite... Bon, bien entendu qu'il y a des différences, bien entendu que le staff est différent, mais il y a des constantes. Et je crois que, et c'est là-dessus, moi je terminerai parce que c'est ma conviction, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait une volonté consciente de la part des gens qui en ont les responsabilités. On ne peut pas faire le changement, comme on dit, par décret. Ça ne marche pas. Il faut que les gens s'approprient ce souhait-là et dès lors, avec cette conviction, mettent en place, mais c'est un long processus petit. Je l'ai accompagné dans certaines administrations en Belgique, ça n'est pas en un mois, ni même en un an. Hein. Les choses se font en mettant des pièces de puzzle, petit à petit, en sachant vers où on va. C'est ça l'idée. C'est de dire, où est-ce que je veux arriver?
qu'est-ce que je vais faire partant de ma situation précise. Et pour certains, ce sera d'abord mettre un organigramme en place. Pour d'autres, ce sera peut-être développer un système de communication. On ne peut pas tout faire en même temps. Alors, il y avait juste une question sur laquelle je voulais quand même ajouter, c'est que vous avez parlé, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Hein, c'est un peu ça que vous avez dit. C'est beau la reconnaissance, c'est beau tout ça, c'est important. Mais c'est vrai que le salaire et les moyens de subsistance vont jouer à un moment donné. Alors là, moi je n'ai pas de miracle, bien entendu. Ça dépend des budgets qu'on veut accorder à son personnel, ça dépend des budgets qu'on peut obtenir. Je crois, que là, je ne sais pas si je mets le doigt dans un engrenage, que les organisations syndicales ont leur mot à dire. Elles représentent le personnel, elles peuvent faire valoir, mais en compensation, le personnel, les fonctionnaires doivent avoir les services qu'on attend d'eux. Et donc c'est du donnant-donnant. Si le public se rend compte que ces fonctionnaires sont valables, font ce qu'ils font, ils seront d'accord, parce que finalement c'est leur contribution qui revient dans notre ils seront d'accord. Mais il faut qu'ils soient d'accord, il faut qu'ils voient que la fonction publique est un réel service, un plus. Enfin, moi, c'est un peu court, hein, mais on peut en parler. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci, Raymond. Nous avons encore 2 séances où nous aurons encore des moments de débat. Permettez-moi, au nom de tous les pouvoirs, de remercier nos intervenants, les panélistes de cette première session. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problématiques à débattre. Le chemin est très long. Je ne vais pas réagir maintenant, peut-être que je le ferai vers la fin. Mais lorsqu'il y a du courage, de l'audace, de la volonté de faire, on peut aller très loin dans la modernisation des ressources humaines. Mais pas seul. Il faut créer un environnement favorable. Et comme disait M. Tazi, où chaque personne, quel que soit son grade, quelle que soit sa fonction, son métier, sent qu'il est important dans la dynamique du développement. Moi, personnellement, j'ai appris d'une consul générale des États-Unis, elle était à Casablanca, surtout, ne permettez à personne de remettre en cause votre potentiel, parce que votre potentiel, il est en vous d'abord. Bon appétit, ce sera au niveau du restaurant, et on reviendra dans une heure à peu près.